Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où Milena Quero nous présentera quelques résultats issus de sa thèse. Elle s'est en partie appuyée sur les résultats du réseau 500 ENI et ce webinaire est donc destiné en particulier aux observateurs de ce réseau. Elle commencera par poser le contexte de son étude, présentera quelques résultats et puis ouvrira la discussion à la fois sur les résultats eux-mêmes et sur le protocole d'observation des oiseaux dans ce réseau. Donc, pour un peu de contexte, ma thèse et aussi cette étude se place du coup dans le contexte d'intensification agricole, contexte du coup, enfin, un système donc multifactoriel où on va avoir une utilisation de pesticides variables selon les cultures et selon l'intensification, une utilisation de fertilisants, mais aussi une mécanisation de l'agriculture qui augmente notamment, qui a permis d'augmenter la surface des parcelles. On est passé aussi à un système avec beaucoup plus de monoculture ou une disparition des éléments boisés. Et notamment, donc, ces différents aspects de l'intensification agricole, et notamment ceux que je viens de citer, sont donc au niveau à l'échelle de la parcelle et donc vont avoir un effet sur le paysage. On a observé au cours du temps avec l'intensification agricole une modification de nos paysages et notamment une homogénéisation de ce dernier, ce qui est symbolisé ici par ce schéma où on va avoir à gauche un paysage assez hétérogène avec plein de cultures différentes, des éléments boisés, et à droite, si on imagine un paysage beaucoup plus intensif, euh, beaucoup plus de monoculture, moins d'éléments boisés, et donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on peut étudier les effets de l'agriculture et notamment des pesticides sur les populations d'oiseaux. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, donc, ce contexte d'intensification agricole, moi, mon étude vise à comprendre donc, et voir les effets des pesticides, cette pression-là, sur les individus et donc sur les tendances de population d'oiseaux. Mais il est important de prendre en compte dans cette étude les autres aspects de l'intensification agricole. Et notamment, ce que j'ai beaucoup pris en compte, c'est le paysage, comme je vous l'ai décrit là. Donc, c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Je vais principalement vous donner les résultats sur les effets de la vigne, c'est parce que c'était un peu mon centre d'études, mais on pourra discuter de d'autres résultats si vous le souhaitez. Donc, pour vous présenter les résultats sur les données des ENI, je suis partie de deux hypothèses. La première, c'est que les tendances des populations d'oiseaux vont être plus négatives dans les systèmes de production conventionnels en comparaison aux systèmes en biologique. Donc ça, c'est quand même basé sur une hypothèse basée sur la biblio faite. Et aussi, du coup, la deuxième hypothèse, c'est que les tendances des populations d'oiseaux vont être aussi plus négatives dans les parcelles avec un quotient de danger plus élevé. Je vais revenir sur ce que j'appelle quotient de danger plus élevé juste par la suite. Donc pour ça, ça vous connaissez bien. Je suis partie des données du réseau de 500 ANI. Je vais pas vous refaire tout le protocole, vous le connaissez sûrement mieux que moi. Avec une étude principalement, vous pourrez voir que j'ai étudié que les cultures vigne, maïs et blé au sein de mes différentes études. J'ai pas pris le maraîchage et aussi par rapport au protocole où il y a 31 espèces, moi, je vais étudier que 21 des espèces suivies. Euh, et donc, j'ai étudié à la fois les systèmes conventionnels et biologiques. Donc, le travail qui a été fait, c'est fait un peu en deux étapes. Donc, il faut d'abord décrire le danger associé à l'utilisation des pesticides. Et pour ça, les données ENI nous permettent d'avoir une pratique à la parcelle. Et j'ai aussi utilisé un autre jeu de données qui s'appelle la BNBD, la Banque nationale de vente et de distribution, qui permet d'avoir des pesticides à l'échelle des codes postaux. Donc le premier travail qui a été fait, ça a été de décrire l'utilisation des pesticides parce que juste utiliser la quantité utilisée, c'est pas suffisamment représentatif. On va avoir des pesticides qui vont être utilisés en petite dose, mais quand même très dangereux et très efficaces, face à des pesticides comme les herbicides qui sont utilisés souvent en plus grosse quantité et qui vont du coup pas forcément être aussi dangereux pour les oiseaux que ne le sont d'autres pesticides. Donc il a fallu essayer de trouver un moyen d'homogénéiser cette utilisation-là. Et pour ça, on a développé ce qu'on a appelé un quotient de danger. Et ça, on est parti du fait qu'un produit est composé d'une ou plusieurs substances actives et d'adjuvants. Et ces substances actives sont, elles, associées et on peut mesurer la dose létale associée à chaque substance active. Donc, c'est la dose, donc, précisément une dose d'état 50, c'est la dose
nécessaires pour tuer la moitié d'une population. Donc ça nous renseigne sur le danger associé à une substance. Et on a aussi combien de temps la substance va rester dans l'environnement. Donc ça va être lié au temps de demi-vie. Donc c'est la proportion que du coup la substance va pouvoir continuer, le temps que la substance va pouvoir avoir encore d'action dans l'écosystème et donc en partie sur les oiseaux. Donc à partir de ces données-là, on a construit ce qu'on appelle un quotient de danger. Euh, on est parti des quantités utilisées de chaque substance et on a multiplié et divisé par chaque aspect donc de dose létale et de temps de demi-vie des substances pour obtenir ce quotient de danger. Je vous présente du coup là on a fait ça avec les données de la BNBD notamment, et là c'est un exemple que je vous présente où du coup à partir de ces données code postal de la France entière, en sommant du coup pour chaque substance active, on a eu un quotient de danger à l'échelle du code postal. Et ce qu'on peut observer, c'est ce premier résultat. Et donc ça nous donne déjà une idée à l'échelle nationale en partant du coup des codes postaux, des zones avec des quotients de danger plus ou moins élevé, avec ici un gradient de bleu, un quotient de danger plus élevé sur les bleus foncés. Donc c'était une première vision, et c'est pour ça, là, en regardant cette carte, que les vignes apparaissent comme une culture quand même assez pertinente à étudier, puisqu'on peut voir les grandes zones viticoles connues en France qui ressortent vraiment en bleu foncé. Donc on se dit qu'il peut y avoir quand même un lien entre quotient de danger élevé et pratique dans les vignes. Donc, à partir de ce moyen de calculer le quotient de danger, on a pu réappliquer la même méthode à partir des données qu'on obtient du réseau de 500 ENI. Et donc, on a pu calculer ce quotient de danger à la parcelle. Euh, donc ça nous donne une idée donc, de quel est le danger pour les individus, les oiseaux, au niveau de la parcelle. Et on a aussi calculé de la même manière, à large échelle autour de la parcelle, grâce aux données de la BNVD, un quotient de danger aussi. En effet, on sait que du coup, les oiseaux qui vont être observés dans une parcelle peuvent être aussi affectés par l'utilisation des pesticides par les parcelles qui sont à côté, et aussi on peut imaginer une diffusion des pesticides. Et donc, c'était important de prendre en compte ce qui pouvait se passer autour de la parcelle. Donc ça, c'était une première partie pour donc réussir à avoir une vision de l'effet des pesticides. Donc vraiment, ça, c'est la question centrale. Et l'autre aspect, comme je vous disais en introduction, c'est d'essayer de prendre compte d'autres aspects de l'intensification agricole, et notamment ici beaucoup travailler à travers le paysage. Donc pour ça, pour prendre en compte le paysage, pour évaluer les variations des populations d'oiseaux, donc décrire le paysage autour des parcelles. Donc ça s'est fait en prenant ce qu'on nomme un buffer. En fait, à partir de la parcelle, on regarde à une échelle un peu plus large quel est l'assolement autour. Est-ce qu'on a des zones urbaines? Est-ce qu'on a de la forêt, de la prairie? Est-ce qu'on a plutôt des cultures? Pour essayer d'estimer et de décrire le paysage autour de la parcelle où les relevés oiseaux ont été faits. Donc là, on a donc à la fin donc une description des pesticides au niveau de la parcelle et une description du paysage à travers cet assolement et du coup le quotient de danger à large échelle. À partir de là, on peut donc regarder la variation d'abondance de toutes les espèces au cours du temps, selon la pratique, donc selon en bio ou en conventionnel, ou selon donc le quotient de danger que je vous ai présenté. Donc, pour vous présenter quelques résultats, ça, c'est un premier résultat donc, sur la différence des tendances entre parcelles biologiques et conventionnelles. Ce qu'on peut observer sur ce graphique, c'est donc l'abondance de l'ensemble des espèces, des 21 espèces observées entre 2013 et 2021. On va avoir deux courbes. La courbe continue, violette, qui est donc dans ce qui se passe, comment varie l'abondance au cours du temps dans les parcelles biologiques, et la courbe qui est en noir pointillé, qui est comment varie l'abondance au cours du temps, donc entre 2013 et 2021, dans les parcelles conventionnelles. Ce qu'on observe là assez rapidement, c'est que on a des tendances qui sont du coup négatives dans les vignobles qui sont en conventionnel, et on a une augmentation significative de l'abondance des oiseaux, donc en moyenne sur les 21 espèces, on a une augmentation significative dans les parcelles biologiques.
Donc là, on répond si je reprends un peu la première hypothèse qu'on avait, on répond à la première hypothèse où il y a bien une différence entre nos parcelles biologiques et conventionnelles et une augmentation euh, attendue, en tout cas dans les parcelles biologiques par rapport aux parcelles en conventionnel. Donc, à partir de cette observation, on va se demander est-ce que le quotient de danger, donc quelque chose qui normalement va nous permettre d'avoir une vision plus fine, une vision plus continue en tout cas des pratiques, qu'on soit en parcelle biologique ou en parcelle conventionnelle, il y a un continuum de pratiques et d'utilisation des pesticides qu'on peut normalement voir à travers le quotient de danger. Donc, on va voir est-ce que donc, ce quotient de danger explique aussi les différences des tendances. Ouais, Je te donne une petite question dans le oui, chat. Quelqu'un qui demande si tu peux nous redonner le pourcentage de diminution en conventionnel en sur la pourcentage. période que tu as montrée. Ouais. Elle est C'est une diminution qui est pas significative. On peut retourner sur qui est pas significative et je l'ai pas calculée là puisqu'elle était pas significative. Mais on peut faudrait calculer de tête où on passe de 0,65 à peu près à 0,55. Donc il faudrait faire le calcul. Voilà, là je l'ai pas. Je Ok. reprends. Ouais, il y avait Oui, plus vas-y. d'autres questions. Je reprends. Donc, ce que là, on peut observer sur ce graphique, ça va être de la même manière comment est-ce que évolue l'abondance, encore une fois, au cours du temps, entre 2013 et 2021, et cette fois-ci, selon trois niveaux du quotient de danger. Donc, un quotient de danger faible, c'est les traits pointillés, un quotient de danger moyen, c'est les traits entrée, moins pointillé, et un quotient de danger élevé, c'est le trait continu. Ce qu'on, ce qu'on observe dans l'ensemble, c'est une diminution. On voit qu'il y a une diminution, quel que soit le niveau de quotient de danger, mais cette diminution est plus importante et significative lorsque le quotient de danger est faible et moyen. Donc là, donc ça, c'est une diminution qui va être significative par rapport au modèle statistique qu'on a fait derrière. Face à cette diminution de ce trait continu, conscient de danger, qui, elle, n'est pas significative. On peut voir qu'il y a que la pente est moins claire et qu'il semble y avoir moins de variations entre 2013 et 2021 de l'abondance des oiseaux lorsque le quotient de danger est significatif. Donc là, par rapport à l'hypothèse avancée tout à l'heure, on se retrouve à l'inverse de ce qu'on attendait, où on va avoir bien une diminution selon le quotient de danger, mais on attendait une diminution plus forte lorsque le quotient de danger était élevé et une diminution sûrement moins forte, en tout cas lorsque le quotient de danger était plus faible. Donc face à ça, ça pose plusieurs questions sur ce qu'on décrit, et c'est ce que je vais vous présenter là dans les petits points de discussion par rapport à ces résultats. Je peux te poser une Ouais, petite question bien sûr. qui n'a pas été posée, mais je me souviens que c'est une question que je me suis posée quand j'ai vu ta Ouais, présentation la première fois. Là, en fait, c'est bien des groupes de parcelles, un groupe de parcelles dont les pratiques au niveau pesticide les classent dans quotient de danger très ouais, faible, moyen, c'est, élevé. Donc, chacune de tes courbes, c'est des groupes ouais, de parcelles en fonction de c'est, leur profil, quoi. ouais. En fait, il y a un peu deux étapes. Il va y avoir ce qui est sur le côté un peu très modélisation et dans ce qu'on regarde derrière d'un point de vue statistique, ça va être comment est-ce que varie mon abondance selon mon quotient de danger. Donc là, c'est vraiment une variable continue. Mhm. Donc on catégorise pas du tout les parcelles. On associe à une parcelle un quotient de danger. Et là, dans la représentation, on est obligé de faire des catégories pour nous visualiser. Mhm. Et donc c'est à ce moment-là où du coup on fait des catégories de quotient de danger faible, moyen et élevé. On n'a pas catégorisé en amont les parcelles selon leur quotient de danger. Ok. On pourra un peu discuter ces résultats. La première chose, c'est que donc pour la discussion et aussi c'est aussi des données que les réseaux 500 permet d'avoir, c'est que là j'ai essayé d'isoler les effets des pesticides en étudiant le paysage. J'ai pas intégré d'autres aspects de l'intensification agricole comme la fertilisation ou le travail du sol qui peuvent avoir un effet sur les populations d'oiseaux. Et du coup, je sais que dans des perspectives de travail, ça pourrait être intéressant de rajouter ces données-là. Un autre aspect, et là, ça va avec ce que je viens de vous présenter comme résultat, c'est que
on peut se questionner du coup sur le résultat sur le quotient de danger, où on va avoir une diminution lorsqu'on a un quotient de danger faible et moins de diminution lorsqu'on a un quotient de danger élevé. Et notamment, ça se discute dans le cadre de la vigne, où vigne qui est connue pour son grande utilisation de cuivre et de soufre, et donc d'essayer de mieux comprendre ce que nous donne le quotient de danger lorsqu'on étudie des différents types de substances, et notamment de faire de comparer les substances qui vont être inorganiques et organiques dans le cadre de l'utilisation en bio et en conventionnel, ou dans l'agriculture biologique, on va avoir tendance à utiliser beaucoup de substances dites inorganiques qui vont aller avec donc ce qui est le cuivre et le soufre. Et du coup, questionner un peu ce quotient de danger dans le cadre de la viticulture, où ce qu'on peut observer là, c'est que, comme attendu, on va avoir un quotient de danger assez faible dans les substances organiques, sont très largement utilisées, elles, en conventionnel. À l'inverse, en bio et en conventionnel, on va avoir des quotients de danger très élevés en termes de substances inorganiques, et c'est très lié aux pratiques même de la vigne, de cette forte utilisation de cuivre et de soufre. Et du coup, ça questionne un petit peu ce que nous donne comme information le quotient de danger lorsqu'on étudie des substances inorganiques. Et donc, ça pousse un peu à se poser de nouvelles questions sur catégoriser le danger, surtout quand on étudie la vigne. Un autre aspect qui questionne aussi ce quotient de danger et qui, là, pour le coup, on n'avait pas les données, c'est d'avoir plutôt une toxicité, de regarder plutôt chroniquement ce qui se passe sur les oiseaux, alors que là, on a une toxicité qui va être aiguë. Donc, c'est l'oiseau rencontre la substance, ça lui fait un effet face à qu'est-ce que ça fait d'être en permanence au contact de ces substances qui sont toxiques, qui tue pas forcément directement l'oiseau, mais à force, est-ce qu'il va y avoir du coup des pressions internes qui vont faire qu'ils vont moins se reproduire, moins bien se reproduire et choses comme ça, qui du coup est à regarder d'une autre manière, donc voir ces effets chroniques. Et enfin, là, ce que je vous ai présenté, c'est du coup une réponse moyenne de toutes les espèces mises ensemble. Donc, c'est 21 espèces. Comment est-ce qu'en moyenne, l'abondance varie au cours du temps? Ce qui serait intéressant, c'est de regarder plus précisément quelles espèces varient comment, où on va avoir des attendus peut-être différentes selon les espèces, selon leurs traits, selon du coup, leur régime alimentaire, selon leur manière de, de nicher. Donc, il y a plein d'aspects qui pourraient être pris en compte en plus pour un peu mieux comprendre ces variations d'abondance au cours du temps de ces populations d'oiseaux. Et donc là, c'est une dernière, moi de mon côté, une dernière question qui m'est un peu apparue au fur et à mesure de l'écriture de mon article et donc enfin, de ma thèse. C'est en fait, du coup, de voir comment fonctionne le protocole. Et c'est là où moi, je vais vous poser aussi des questions. Je suis très preneuse d'avoir vos questions en amont. Et moi, je vous pose aussi la mienne d'une certaine manière. C'est de un peu comprendre, vous, sur le terrain, euh, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu de votre côté une amélioration de reconnaissance des oiseaux au cours du temps? Qu'est-ce que vous a apporté ce protocole d'un point de vue connaissance ornithologique et d'essayer de comprendre l'apport d'un tel protocole sur la connaissance des observateurs et observatrices sur, euh, sur les oiseaux. Voilà, c'est ma question pour vous, s'il y en a quelques-uns, quelques-unes qui veulent bien me donner leur retour d'expérience, je serais très intéressée par ça. Merci beaucoup, Milena. C'était super, merci. Et c'est chouette, on a pas mal de temps pour discuter. Je vois que on a déjà une première petite question-remarque dans le chat Ouais. que je peux te poser maintenant, Ouais. mais après on pourra ouvrir les micros et ou bien vous répondez à la question de Milena sur le protocole, mais n'hésitez pas aussi à réagir hein, tout simplement à ce que vous avez vu. La question du chat, enfin c'est la remarque, euh, en fait que l'effet avec des dangers faibles dont tu as parlé, Mm. herbicides, ça peut avoir des impacts indirects, alimentation, reproduction, etc., qui sont en fait plus importants que les effets directs. Ouais. Et qui sont très durs à mesurer. Ça a été un des, enfin, c'est
dans l'ensemble, la limite aussi de cette étude, c'est que on n'a pas moyen de savoir si on mesure des effets directs ou indirects. On sait juste initialement la quantité qu'il y a de pesticides et c'est très dur de faire un lien. Et il faudrait en effet voir si on a moins de quantité de nourriture pour voir Mm. si l'effet passe par là. Et ça amène à faire des protocoles beaucoup plus standardisés où il y a différents papiers qui existent où ils sont allés vérifier la quantité de nourriture apportée au nid, par exemple, ce qui peut être une manière de quantifier si on est plutôt sur un effet indirect où on va avoir une baisse par exemple, d'insectes avec une utilisation d'insecticides Mm. euh, ou si c'est directement en effet un effet sur la physiologie, la condition des individus, ce qui était une autre partie de ma thèse, essayer de voir s'il n'y avait pas un effet de l'utilisation des pesticides sur la condition des individus, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de chronique qui s'installe. Mm. Oui, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que là, tu nous présentes quelque chose qui concerne directement le réseau 500 ENI, Ouais. vu que c'est ce qu'on avait envie de discuter avec vous. Mais dans la thèse de Milena, que vous pourrez retrouver en ligne, vous pourrez voir aussi la description d'autres protocoles que tu as mis en place, d'autres questionnements, et Mm. notamment analyser les plumes, la Ouais. longueur, la largeur des plumes, Mm. etc., des Ouais. merles que tu as retrouvés que vous C'est avez ça. capturés dans une zone. Ouais. C'est ça. Pour des précisions sur ça, on avait du coup le réseau des bailleurs France qui a participé à ce protocole-là et qui a capturé un peu partout en France, dans des zones viticoles et des zones d'autres types de cultures, du coup des merles et des maisons charbonnières ou des jeunes de l'année où ils les ont mesurés. Ils ont aussi récupéré deux rectrices et sur ces rectrices-là, moi j'ai fait des mesures donc de longueur aussi, de poids. Et ces rectrices-là vont être aussi analysées en laboratoire pour avoir une quantité de pesticides au sein, du coup, qu'ont les oiseaux. Et du coup, on va voir aussi plus directement si les individus sont contaminés par les pesticides. Mm. Oui, donc en fait, on se rend pas forcément compte, mais une thèse, ça s'arrête pas forcément à la soutenance, quoi. Il y a des données qui Ouais. arriveront encore après, quoi. Mm, On a des gens qui demandent si on pourra avoir ta présentation. De toute façon, vous aurez le replay. mm, Et après, pour ce qui est de la présentation, je te ouais. laisse nous dire. Oui, normalement, je peux vous la Y a pas de partager. souci. Ouais. Mm, Ok, bah, je vous l'enverrai à ceux qui mm. vous étiez inscrits à la conférence. Bah, n'hésitez pas, vraiment, ouvrez vos micros. Je me doute qu'il y a peut-être, vous avez peut-être des interrogations parce que ça, voilà, c'est des données qui comptent pour vous. Alors, parmi les 21 espèces, quelles sont celles les plus affectées? On a une idée. Voilà, je vais me permettre d'élargir un Ouais. peu la question de Pascal. Toi, tu nous as bien dit qu'on avait parlé d'abondance, tu as pris tous les oiseaux ensemble. Mm. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'avec tes données, on pourrait faire pour comprendre les espèces les unes après les autres? Est-ce que c'est possible? Ouais. Enfin, c'est quoi? J'ai fait beaucoup d'aller-retour sur comment analyser le jeu de données. Est-ce que j'analysais espèce par espèce? Euh, donc là, on aurait eu l'information directement sur quelles espèces avaient une abondance qui déclinait ou qui augmentait au cours du temps. Au final, j'ai pris un paquet d'espèces et donc j'ai pas l'information directement et analysée sur quelles espèces vont être plus impactées que d'autres. C'est frustrant. C'était c'est des questions hein, aussi de quantité de données et de force statistique à avoir pris toutes les espèces ensemble. Ça me permettait d'être un peu plus confortable sur la description des effets. Il y a certaines espèces, je pense, sur lesquelles on peut faire ce travail-là, les plus abondantes, qui vont être présentes dans plein de parcelles. On va avoir un pouvoir statistique suffisamment fort pour pouvoir les analyser. Donc, on pourrait partir de celles-ci, mais il y a un biais en faisant ça, c'est que du coup, on va prendre celles qui sont les plus abondantes qui vont être présentes un peu partout. Et donc, on risque de prendre les plus généralistes, celles qui se portent le mieux, et donc d'avoir moins de vision sur l'effet qu'on recherche. Donc, il y avait un peu tout un compromis à avoir en permanence sur ce choix d'espèces et ce qu'on a comme information à la fin, qui est en effet frustrant de ne pas savoir quelle espèce se porte mieux que d'autres ou inversement, quoi. Hmm. Et est-ce que, pareil, c'était une question que je m'étais posée quand Mm. j'avais vu ta soutenance. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi statistiquement ça aurait posé problème de faire de l'analyse de la diversité? Je sais que c'est lié au fait que la liste soit fermée, Ouais. mais est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi? Parce que ça m'avait vraiment intriguée. Enfin, alors, c'est
c'est pas tant statistiquement, je pense que c'est plus une vision, Mhm. parce on aurait pu regarder une richesse, on aurait pu regarder une composition de communauté, Mhm. euh, tout en prenant des passettes, puisque c'est une liste fermée, par rapport à un protocole où on aurait dit écrivez toutes les espèces que vous voyez, que vous entendez. Là, du coup, on aurait communiqué sur une richesse par rapport à une liste, Mhm. pareil sur la composition de la communauté. Et j'avais, moi, l'impression qu'on se retrouvait à être un peu à boucler, à tourner un peu en rond, puisqu'on avait une liste fermée. Parler de richesse a été forcément limité. Mhm. Et par rapport à la distribution des espèces et de leur habitat, on allait se retrouver à être peut-être très en fait à redessiner en fait quel était l'habitat des différentes espèces plus que leur monstre. Mais je pense que c'est quand même faisable. Je pense que il y a des manières de le faire et peut-être que moi je les maîtrisais pas quand je me suis posé la question de comment prendre en compte quand on étudie la richesse ou des communautés qu'on est sur une liste fermée. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui se sont déjà posé la question et que ça doit être adaptable et Mhm. faisable quand même pour la suite. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Autant sur les méthodes que sur les résultats, n'hésitez pas. Ah, What? c'est tout pour moi. Ah ouais, mon portefeuille est éteint. Ah, bah, tout compte Ouais. entend. Bon, j'ai disparu, mais Milena est encore là, c'est l'essentiel. S'il y a pas d'autres questions, vraiment, s'il y a des personnes ici qui font le protocole Ouais. oiseau, euh, Moi, je peux préciser la question que j'ai, hein, si vous voulez. Peut-être que moi, du coup, je peux essayer de voir s'il y a des. ah, il y a Florian Berger Ouais, qui a levé la main. Vas-y, vas-y. Florian. Oui, bonjour, excusez-moi. Moi, j'avais juste une question. C'est est-ce que, du coup, quand on calcule les coefficients à la fois avec la létalité et la demi-vie, on prend en compte le fait, par exemple, que un phyto peut être généraliste sur les insectes, par exemple avec la pyrale du buis en Occitanie, et que du coup, il peut avoir quand même un impact très important indirect, et ça fait un peu référence aux commentaires aussi euh, de quelqu'un sur les herbicides. En gros, est-ce qu'on prend en compte ces effets indirects à travers les coefficients que tu as utilisés? Ouais, non, du tout. En effet, ça pourrait être une manière de le faire. Là, ce qu'on a utilisé comme dose létale, c'est celle qui a été calculée par les entreprises sur la dose létale sur les oiseaux. En effet, on aurait pu utiliser ce même quotient de danger en utilisant la dose létale sur les insectes. Et donc, on aurait eu un peu plus ce lien direct qui aurait pu se faire. Le problème de ça, c'est en termes là, c'est encore une fois en termes de statistiques, c'est que on n'aurait pas pu utiliser les deux informations au sein de la même question. On aurait dû poser deux questions, faire deux fois en fait le modèle parce qu'en fait, c'est quand même très corrélé. Quand il y a un gros danger d'une substance pour les insectes, elle sera peut-être moins importante pour les oiseaux, mais, euh, mais ça sera quand même aussi dangereux pour les oiseaux. Donc, dans l'ensemble, c'est deux manières de voir, permettre de répondre à des questions qui vont être différentes, en effet, avec cet effet indirect. Mais il y a quand même une grande corrélation entre les effets sur les insectes et les effets sur les oiseaux. J'espère que ça répond à ta question, Oui, Florian. merci. Je me permets juste de prendre la parole, juste pour donner ma voix à une question dans le chat, parce que je crois qu'il n'y avait plus trop accès. Merci. Avez-vous envisagé d'approfondir la question des perturbations de la chaîne trophique et de leurs effets sur les oiseaux? Le réseau ENI, grâce au suivi de plusieurs taxons tels que les vers de terre, les coléoptères et les oiseaux, pourrait-il nous fournir des éléments de réponse? En tant que conseiller, bien que non spécialiste en ornithologie, nous pensons que ce serait le principal facteur influençant les populations d'oiseaux, avant même les effets directs des pesticides. Et je laisse Amran préciser s'il a besoin. Mm. Je- Merci pour la question. En effet, ça va avec un peu tout le questionnement autour des effets directs et indirects, de voir si une cascade trophique fait que c'est ça qui va avoir un effet fort sur les oiseaux. Euh,
c'est vrai on est aussi vu les autres protocoles ENI ou aux journées ENI, ça pourrait être. Et j'imagine aussi, si j'ai bien compris, que ça avait été aussi un peu réfléchi comme ça. Mm. Tu pourras dire, mais que les différents protocoles c'était un peu orienté pour en effet peut-être créer ces liens trophiques. C'est pas dans mes perspectives. C'est hyper intéressant, c'est un poste qui s'ouvre à l'occasion. Euh, mais, euh, mais ça pourrait être ouais, en tout cas, ça pourrait être hyper intéressant que le réseau se charge de ça. Je sais pas Mm. si vous y avez pensé. Alors oui, ça fait Mm, partie du projet à la base, hein, depuis le début, d'avoir ces différents compartiments de la biodiversité qui forcément sont reliés mm, les uns aux autres. Je pense que je peux dire qu'aujourd'hui, ça reste dans le viseur, quoi, ça reste l'objectif. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, vous qui voyez comment dire, j'allais dire, vous voyez les résultats scientifiques produits par le réseau, mais surtout vous voyez à quel point il a fallu en fait du temps pour qu'ils arrivent. On en est plutôt à consolider pour l'instant chaque groupe et consolider la manière de l'analyser. En fait, là, les oiseaux, tu es la première personne à avoir travaillé sur comment interpréter ce jeu de données. Tu as vu des choses, vu comment on pouvait aller dans un mm. sens ou dans un autre. Flore et coléoptère, ça commence à être bien stable. Donc oui, dans les années qui viennent, c'est un lien qui sera peut-être fait, mais clairement, on n'en est pas encore là. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais, merci, ouais. Mais merci Marine pour avoir. Et oui, oui, je suis dans le réseau aussi depuis quelques années et enfin, on va dire que le but ultime serait qu'on arrive à mieux mettre en évidence des liens qui pourrait y avoir entre, enfin, pas qu'il pourrait y avoir, on sait qu'ils sont là, les liens. C'est Mm. juste qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore expliquer comment ils influencent Mm. au mieux ou pas les populations de vertébrés. Mais je pense que cette question-là, plus la question du paysage et donc des infrastructures qu'on pourrait retrouver autour des parcelles, c'est à creuser. Mm. Et je sais pas si, Mélina, toi, tu as un peu plus travaillé, donc en plus de la partie pesticides, caution de danger, un peu plus travailler la partie paysage et d'essayer de voir si des corrélations avec la présence d'éléments de paysage, soit avec l'abondance, soit avec la diversité des oiseaux. Mais si j'ai bien compris, c'est compliqué vu la liste fermée des oiseaux qu'on suit. Mais est-ce que tu as pu avoir des éléments sur la corrélation qu'il peut y avoir entre les populations d'oiseaux et les éléments de paysage? Ouais, là je vous les présente pas, mais en effet, j'ai pour enfin dans le côté de d'isoler les effets des pesticides, j'ai aussi donc modélisé l'effet du paysage. Ce qui est encore à travailler pour avoir plus une réponse sur l'effet paysage, c'est que moi là le paysage, je l'ai regardé de manière comment à travers donc j'ai décomposé le paysage selon les différentes surfaces. Donc je regardais surface en forêt, urbaine, agricole, le nombre de haies, ces choses-là. Mais j'ai pas la réponse que j'ai. Je l'ai sur un gradient de est-ce qu'on tend plus vers des parcelles avec des prairies ou est-ce qu'on tend plus des parcelles avec plutôt de la forêt. Donc ça c'est parce que j'ai fait une analyse en plus qui s'appelle du coup une analyse à composante principale, donc qui va placer l'ensemble des parcelles dans un plan en plusieurs dimensions et qui permet de les lier toutes par rapport à plein de variables. Et donc ça enlève l'information très précise de cette parcelle-là, il y a tant de prairies et ça la place par rapport aux autres selon sa composition. Donc on n'a pas exactement la réponse du paysage, c'est une partie de réponse de paysage parce que c'était pas moi ma question principale dans ma thèse. Je sais que c'était très important pour le paysage, c'est pour ça que je l'ai décrit et que je l'ai mis dans mes modèles, mais je suis pas allée regarder plus précisément quelle partie du paysage allait avoir une réponse. Ce que j'ai quand même comme information, c'est que, que la, que la forêt, bon, encore une fois, ça va dépendre des pesticides, ça va dépendre de si on est sur des parcelles en bio ou en conventionnel, mais que la forêt et les prairies, ou les cultures dans l'autre sens, vont avoir à chaque fois un effet quand même sur l'abondance. Je vais
je peux pas rentrer plus dans les détails sur ces effets-là. Mais je pense qu'on pourra en discuter avec Lou. J'écris quand même un article sur les résultats ENI et il y aura notamment ces résultats-là et on pourra en reparler, on pourra les vulgariser aussi au besoin Oui, bien sûr. pour présenter aussi l'aspect paysage. Mm. Merci Amran en tout cas pour ta question. T'as la main levée, Marine? Oui, je ne sais pas si vous n'avez toujours pas accès au chat, mais si c'est le cas, je vais juste relayer une remarque cette fois. Donc, en agriculture bio, la densité des pieds de la culture est plus faible et probablement plus favorable aux oiseaux. En plus, en bio, on peut peut-être avoir plus d'adventices et surtout plus de diversité d'adventices favorables aux oiseaux. C'est Gachet Oui, qui a fait cette bon, remarque. même remarque, enfin même personne que la remarque de tout à l'heure sur les effets indirects. Mm. Ouais. Euh, Désolée, je relis la question. Euh, Du coup, ça irait dans le sens de ce qui a été trouvé pour l'instant du résultat. Donc, c'est super comme, comme argument. Et merci pour ces précisions. Ce qui continue moi, à me titiller sur mes résultats, ça va être l'aspect plutôt quotient de danger qui est du coup assez élevé en vigne et qui va pas répondre à ça. Mais du coup, peut-être qu'en effet, le, le, l'aspect favorable de la culture est contrebalancé contrebalance en tout cas l'utilisation des pesticides et c'est aussi Mhm. une grande question sur la vigne qui reste en suspens. Mhm. Et peut-être je me permets pour relancer un peu les questions, un sujet que j'avais trouvé particulièrement intéressant quand tu présentais, c'était qu'il y a une interrogation sur tes tendances qui sont certes répondent en partie à tes Mhm. hypothèses, mais tu as quand même deux grosses questions. La première, c'est pourquoi dans les zones où le quotient de danger est plus élevé, la diminution est plus faible. Et ta deuxième question, c'était un petit peu que les tendances, bon, elles sont là, mais elles sont, comme tu as dit, pour le conventionnel, elles sont pas significatives. Mhm. Donc, il y avait comme une impression que les autres réseaux d'observation des oiseaux montrent des Mhm. diminutions bien plus drastiques, Ouais. enfin, bien plus impressionnantes, et que là, avec notre réseau, on n'arrivait pas à capter exactement ce phénomène. Et une des... Enfin, pardon, vas-y, je te laisse peut-être dire les hypothèses que tu avais pour Euh, répondre à ça. je sais plus où t'en aller où t'allais mais non mais vas-y comme ça je suis assez... Ouais, j'allais dire que c'est un peu un piège de te poser cette question comme ça, sinon. J'allais dire qu'une des hypothèses que tu nous avais présentées, enfin, il y en avait plusieurs. Les deux qui m'ont marqué, c'était d'abord que pour ce qui est des parcelles qui ont un quotient de danger fort et que la diminution apparaît très faible, une des hypothèses, c'est qu'en fait, il y avait déjà tellement peu Mm. qu'il peut difficilement y avoir moins. Donc, ce serait en Mm. fait les parcelles les moins riches, où il y a le moins d'oiseaux. Et ton autre hypothèse, par rapport au fait que les tendances étaient pas trop impressionnantes comparées à ce qu'on sait via d'autres réseaux, c'est pour ça que tu posais cette question du protocole, c'est qu'en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un phénomène d'apprentissage où maintenant les gens repèrent mieux les oiseaux qu'il y a 10 ans dans le réseau et que du coup on a un biais observateur qui aurait tendance à gonfler un peu les chiffres, quoi. Et je pense, voilà, c'est un peu ça qu'il y avait Ouais. aussi derrière ta question de comment vous vivez ce protocole et tout ça. Ouais, parce que, enfin, de ce que j'ai pu comprendre d'autres protocoles de suivi participatif, c'est que il y a quand même souvent sur la première année la prise en main du protocole, et ce qui est normal, et ce qui est attendu, c'est que bah on se fait à notre transect, on s'habitue à devoir tout noter, écouter, voir en même temps, ce qui est qui est très compliqué avec avec les oiseaux par rapport à d'autres protocoles de choses qui ne bougent pas. Euh, et du coup, ouais, on attend quand même à avoir une différence au moins peut-être en richesse entre la première et la deuxième année, juste par habitude et par confort et par assurance de soi en disant, bah, c'est bon, je l'ai fait, j'y arrive maintenant. Et, et du coup, d'être plus à l'aise en disant, bah, je suis sûr, j'ai entendu cette espèce-là et je la note et moins douter de ce qu'on peut voir ou entendre Mm. sur la première année, ouais. Alors, observateur Mm. d'oiseaux, depuis combien de temps vous faites ça et comment vous vous sentez à l'aise? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous ne Mm. voulez pas nous dire?
Bonjour, moi je veux bien voilà, témoigner. Je pense pas qu'il y ait, enfin pour moi, ma part, je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre une première année et une deuxième année. Je pense qu'effectivement je m'améliore, mais au fil des ans en fait. Pas, enfin voilà, qu'il n'y ait pas un grand écart entre d'une année sur l'autre, mais que une année après l'autre, ben, j'ai peut-être un oiseau que un chant que je me suis mis plus en tête et que du coup je repérerai plus l'année d'après. Mais enfin voilà, linéaire peut-être en augmentant, mais progressif, quoi. Je sais pas Mm. si je me fais comprendre. Si, si, ouais. Mais Et c'est sûr que à l'usage, on entend plus de choses et on repère plus de choses. Et après, il y a peut-être un effet aussi de changement d'observateur, parce que ça, on l'a vu régulièrement. Les observateurs changent au cours du temps, et là, je pense qu'il y a un biais, effectivement. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et là-dessus, on a un souci, on aurait beaucoup aimé suivre ça, mais c'est pas évident parce qu'en fait, voilà, je vais apporter un sujet qui fâche, mais vous connaissez Biovigilance et ses difficultés de connexion, enfin certains d'entre vous en tout cas. Et du coup, bah, il y a des régions où c'est pas forcément l'observateur qui a observé qui va saisir les données, ou alors ça peut arriver qu'il saisisse les données avec le compte de quelqu'un qui a toujours son compte actif. Et on n'a pas un suivi, voilà, parfait au niveau de qui fait les relevés. Donc c'est quelque chose qui est difficile à observer. Ok. Par contre, il y a peut-être un outil qui peut nous aider. Il y en a de plus en plus, je pense, qui utilisent BirdNet. Et donc, du coup, Ah enfin, mince, ouais, on a raté Ouais. pardon, on a raté le début, c'est ça? Ouais. on Euh, n'a pas la fin de la phrase, il ouais. y a Pardon. peut-être l'outil BirdNet, en fait, qui va pouvoir permettre d'effacer un petit peu ces différences-là. Il y a des observateurs qui l'utilisent. Et du coup, bah voilà, dans les données à venir, peut-être que Mm. ça permettra d'harmoniser un peu tout ça, quoi, j'allais dire. Ouais. Bah, c'est totalement une des questions qu'on se posait. Mm. C'est l'influence de cet outil, comment ça a influencé les données, est-ce qu'il faut le Mm. prendre en compte même, Mm. on se disait même, est-ce qu'il faut le prendre en compte dans la collecte des données, mettre une petite case, j'ai Mm. utilisé un outil d'aide à la reconnaissance. Ça, c'est clair que c'est une question qui va arriver, hein. Enfin, qui est déjà là, en fait. Mm. Ouais. Euh, C'est parce que oui, ouais. ouais. Bonjour, Jérémy. Donc pour le Pays de Loire, donc je suis observateur oiseau donc depuis le début, hein. Donc je rejoins ce qui a été dit précédemment. Alors sur le protocole, étant donné les listes d'oiseaux observés, bon, il y a on va dire si on a un minimum sensible aux oiseaux, c'est quand même des espèces qui sont assez faciles à reconnaître. Alors avec le temps, effectivement, on s'aguerrit forcément. Et alors c'est oui un apprentissage sur le long terme, on va dire, pour certaines espèces. Et ce que je trouve moi plus important, c'est plus la connaissance des parcelles en fait, parce que et du paysage autour qui vont faire que dans certains cas, on va s'attendre à avoir des espèces où on devrait entendre certaines espèces. On est quasiment sûr qu'elles devraient être là de la typologie de milieu. Donc, c'est plus dans ce sens-là, on va être un peu plus attentif certainement à certaines espèces. Et pareil pour la saisonnalité. Donc, le protocole prévoit de respecter forcément voilà, des périodes similaires, mais selon les régions, selon le temps et selon la sensibilité de l'observateur aussi, il peut, on va dire, notamment sur des espèces comme les alouettes, où on sait qu'elles vont être présentes ou pas, et normalement elles devraient être, mais des fois, à 15 jours près, on peut avoir un peu de décalage dans la migration. Donc, il y a tout ça qui, à mon avis, est très importante et qui n'apparaît pas forcément dans les relevés, en fait. Mm. L'application Bird.net, oui, moi je l'ai commencé à l'utiliser l'an dernier. C'est vrai que ça apporte des, des réponses, mais généralement, ça va être plus là. Moi, je le vois plus un outil comme pour de se perfectionner ou d'aller atteindre sur d'autres espèces qui n'ont pas forcément trop de lien avec nos EINI, mais c'est un bon outil au moins soit pour débuter ou pour voilà, se perfectionner ou Mm. pour étudier certaines espèces. Mais après, voilà, ça peut mettre à mal certains protocoles, du coup, parce qu'on peut tomber sur des espèces qui peut-être qui étaient là pendant 10 ans, qu'on n'a pas entendu et que du coup, on se met à noter parce qu'on Mm. va être un biais. Donc, effectivement, ça serait peut-être nécessaire de le mentionner. Mm. Ouais. En tout cas, on le voit pas comme un biais dans le Mm. sens où ça irait euh, faire perdre de qualité aux données. Au contraire, Non, de ça toute l'enrichit. façon, il y a une amélioration dans le fait que la personne, l'observateur, s'investit dans le protocole et on profite aussi pour apprendre, enfin, ce qui est très bien.
C'est plutôt qu'on se demande si on devrait voilà, acter que c'est un outil qui est là maintenant et que même les ornithologues utilisent, enfin, voilà, il n'existait pas quand le protocole a été construit. Et si on construisait un protocole aujourd'hui, on le prendrait en compte. Ouais. Donc, plus dans ce sens-là. Ouais, c'est dans l'étude qui est faite et en fait enfin, dans l'ensemble, je pense qu'on étudie comme ça un protocole, le l'information et le changement et l'apprentissage est normal et attendu et ça va être vraiment l'absence de connaissances sur ce qui se passe qui va limiter l'analyse et qui va créer des biais avec la question de est-ce qu'on observe l'apprentissage des observateurs et des observatrices ou est-ce qu'on observe une augmentation de l'abondance, un mélange des deux. Et si on n'a pas l'information pour noter chaque aspect, on va se retrouver à être un peu plus perdu dans enfin, la compréhension, en tout cas, des résultats, de ce qu'on peut en faire. Et c'est pour ça qu'en effet, oui, si ça peut être noté quelque part, ça sera jamais dévalorisé et la donnée continuera à être complètement utilisée. Et ça Complètement. permettra même de préciser et d'être encore plus à l'aise sur l'utilisation des données. Ouais. Et merci aussi pour cette précision en fait, c'est pas forcément l'expertise d'une personne, mais vraiment la connaissance d'une parcelle et de son entourage. Ça me marque beaucoup comme remarque. C'est, je l'avais déjà entendu, en fait, mais pas dans ces termes-là. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne piste d'interprétation, peut-être, pour la suite. Par ailleurs, on a une petite remarque dans le chat qui nous dit, en conventionnel, d'après ton graphique, on est environ à moins 8% du coup sur 8 ans. Donc 30% sur 30 ans, ce qui doit pas être beaucoup, enfin, ça doit pas être très différent des données nationales et européennes. Effectivement, comme on est sur un pas de temps de 10 ans, j'avais l'impression que c'était moins marquant que ce qu'on connaît d'autres réseaux, mais en fait, c'est oui, effectivement, à peu près ça. Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est que c'est le recul et c'est pour ça que je vous reparle encore de la donnée, hein, mais d'avoir quelque chose de significatif d'un point de vue statistique, ça va être aussi lié au recul qu'on peut avoir, à la quantité et c'est pour ça que je parle quand même d'une baisse, mais d'un point de vue statistique, je peux pas parler significatif, même si ça va dans le sens de ce qui est attendu, ouais. Merci pour le calcul. On a une question de Aman. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que Jérémy vient de dire par rapport à la connaissance en fait du paysage des parcelles sur lesquelles on observe. Est-ce il serait pas pertinent de fournir par exemple au réseau des éléments, enfin ça peut être de la doc, des petits tutos rapides sur la liste des espèces qu'on suit, euh, un peu des points pour rappeler que dans tel ou tel paysage, on aurait plus tendance à rencontrer telle ou telle espèce. Et peut-être qu'en ayant ces éléments, l'observateur se dit, ah tiens, j'ai tels éléments de paysage. Normalement, dans cette zone-là de la France, j'aurai plus de chances de voir telle ou telle espèce. Super, C'est peut-être, voilà, ça pourrait peut-être, enfin, permettre d'améliorer un peu l'attention que porteront les observateurs lorsqu'ils sont sur place. Ou même passer par les données, dire, OK, dans telle région, sur telle parcelle, toutes les données précédentes, on a vu ces espèces. Donc, est-ce qu'on les reverra? Et par rapport à ce les gens n'ont pas forcément vu, aller regarder la richesse sur les espèces les parcelles un peu proches. Enfin, oui, tu as raison, il y a peut-être complètement quelque chose à faire là-dessus. Peut-être qu'on pourra travailler là-dessus après avec les fiches de restitution à la parcelle qui arriveront dans quelques mois, parce qu'on aura des listes d'espèces. Donc, ça pourrait être un moyen de parler de ça aux observateurs. Et effectivement, Marine nous a remarqué qu'on avait une question que j'avais vue, mais que je gardais parce que vous n'étiez pas sur le même thème exactement. Donc voilà, je te laisse y répondre, Milena. Il y a Pascal qui nous demande est-ce qu'on a on a la relation à la climato concernant le facteur danger des pesticides. Les années à fort pluvio, la fréquence des traitements est plus importante. Alors, j'ai pas directement fait ça comme ça. En effet, j'imagine bien que la relation doit exister pour m'émanciper de la relation possible entre l'utilisation des pesticides et l'année, parce que du coup, on se retrouvait en fait, à décrire quelque chose où enfin, on se retrouvait sur un cycle à se dire, j'ai ma quantité de pesticides utilisés cette année, je vais regarder quelle est mon abondance cette année. Donc, il y avait
trop de fois l'année dans ce questionnement. Et du coup, pour m'émanciper de ça et du coup de ces variations pluvio, ou autres variations, enfin liées au climat qui peut faire variation des pesticides, j'ai moyenné l'ensemble de mon quotient de danger par parcelle au cours du temps. Donc ça me permet d'être sûr que j'ai pas de variabilité liée à l'année dans mon quotient de danger. Donc ça décorrèle un petit peu mon quotient de danger à l'année et du coup à au climat par exemple. Je sais pas si c'est bien expliqué, si c'est suffisamment clair. Oui, je pense. Si, c'est bien. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui, Jérémy? Oui, une autre question qui je rejoins un peu ce que disait Amran, donc il y a toujours ces effets paysages, hein, de toute façon. Moi, je pense qu'il serait aussi bien dans le protocole ou de faire passer l'info. Alors après, il faudrait peut-être que les observateurs oiseaux donnent leur info, leur avis. C'est que justement, en s'aguerrissant, même si on utilise l'application, donc on va être à même de renseigner beaucoup plus d'espèces. Mais après, il peut y avoir un effet observateur qui fait que pour l'instant, et c'est mon cas, hein, dans certains cas, il y a des oiseaux qu'on observe ou qu'on entend et qu'on se dit que bah, ils ont aucun, il y a, je vais pas dire aucun intérêt, mais presque par rapport à nos questions premières. Voilà, observer un canard dans une parcelle de vigne, est-ce que ça a un intérêt d'être enseigné? Donc on n'a jamais eu trop l'info. En fait, pour l'instant, c'était à part cette liste focale du début. Et alors certains renseignent que je les observe, d'autres peuvent avoir cet effet observateur de se dire bah, cet oiseau-là, ça vaut peut-être pas le coup que je le renseigne. Donc est-ce qu'on pourrait dans le protocole mettre éclaircir la situation, soit on part du principe que tout ce que l'observateur peut reconnaître, même si c'est des espèces, un héron en vol, un cormoran, est-ce que ça, dans une plaine, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça peut être exploitable après? Ça a une importance dans pas dans les observations, mais dans des futures études. Et c'est une question qui se pose et qu'on s'est longtemps posée, en fait. On se limite à une liste d'espèces où on note tout, même si certains trucs peuvent être improbables. Dans un certain cas, voilà, un canard, parce que tout simplement, dans les 500 mètres, il y a une marque est là et les canards sont présents sur la parcelle pour X raisons. Soit on les reconnaît au champ. Donc. Mm. Et, Et la enfin, je peux liberté de répondre. l'observateur dans ce sens-là. Ouais. Je peux répondre dans un sens sur l'analyse. J'imagine qu'il y a notre réponse en termes de réseau et de données qu'on peut observer. Euh, En termes d'analyse, ça peut être faisable, mais ça risque d'être compliqué, où il faudrait que chaque observateur nous donne sa propre liste de ce qu'il est capable ou elle est capable de reconnaître. Parce qu'en fait, sinon, le risque dans l'analyse, et c'est un autre aspect d'avoir la donnée, et je pense qu'on peut en faire aussi d'autres choses, et ça peut être aussi hyper intéressant, dans une analyse de tendance, c'est-à-dire qu'on va voir chaque observateur avec sa propre liste de ce qu'il ou elle connaît. Et donc, on va pas pouvoir comparer deux observateurs. C'est l'avantage de la liste fermée, c'est que je peux, même s'il y a un biais observateur, un truc biais, ça va être capacité à reconnaître ou juste préférence ou quoi que ce soit, mais je peux quand même comparer deux personnes. Si ces deux personnes-là ont une liste complètement différente, je vais pas savoir quoi dire en fait. Donc il y a un peu deux aspects. C'est on peut voir à l'échelle nationale se dire bon bah on retrouve un peu ces espèces là où elles sont attendues. Donc là on va plutôt être sur la présence-absence et là pourquoi pas. En termes de suivi d'abondance, si on n'a pas la liste propre de chaque observateur, je pense que ça va peut créer un problème. Mais si en effet on a cette liste-là, chaque observateur nous dit bah, j'ai les 31 espèces de base et je sais aussi reconnaître ces 15 à 20 autres en plus, et bah pourquoi pas, nous on peut, je pense, dans l'analyse le prendre en compte. Mais il y a au moins cette condition-là, parce qu'en fait, sinon, on va se dire, bon, bah, soit l'observateur connaît tout, on connaît au moins les 130 espèces communes de France, soit, et du coup, c'est-à-dire que toute espèce pas vue, ça va être une forme d'absence, parce qu'on attend par rapport si l'habitat est correspondant ou pas, on va attendre ce qu'il voit. Et sinon, ouais, ça peut créer des biais. Mais dans un point de vue suivi et
et pourquoi pas changer un peu le protocole enfin, ça peut être un autre aspect, peut-être Lou pourra peut-être plus répondre, mais il y a quand même une pertinence à avoir un moment de l'info, mais en effet, accumuler l'info qu'on n'est pas sûr de pouvoir utiliser, c'est aussi un autre problème d'animation, de recueil de données, de réseau. Donc, il y a un peu un entre-deux. Ça peut être très intéressant, euh, selon comment sur l'analyse. En tout cas, ça c'est mon point de vue côté très analyse, de comment pourra être utilisée la donnée. Ça va dépendre de comment est-ce qu'on l'informe, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi déjà sur le côté analyse et puis aussi sur le côté animation que le focus ça devrait être. Enfin, l'objectif principal c'est d'être bon sur ce qui est déjà demandé, mais ça n'empêche pas que effectivement ça reste intéressant et s'il y a des gens motivés, en fait c'est un peu dans cette optique où là bah, le fait que tu aies fini ta thèse ça nous permet de relancer un peu l'animation sur le groupe oiseau parce qu'en fait il n'y a jamais eu encore vraiment de les gens collectent de la donnée mais il n'y a pas eu encore de retour et là on en parlait tout à l'heure l'autre jour toutes les deux, pourquoi pas voir quelles autres études pourraient être faites, quel genre de projet on pourrait faire. Et dans ce cadre-là, dans des projets un peu en plus, avec une nouvelle dynamique, peut-être de l'animation un peu spécifique, pourquoi pas repérer des gens qui savent reconnaître un certain nombre d'oiseaux en plus et faire une petite étude un peu focus sur une année ou deux. Enfin, c'est pas impossible, mais ça doit être cadré dans un côté, c'est le petit projet en plus, quoi. Le protocole normal des 500 parcelles, il restera tel qu'il est. Donc, on pourra peut-être pousser un peu sur si ça intéresse des gens, sur certaines parcelles, etc. Eh ben, écoutez, il est midi, midi 5. Ça va être l'heure d'aller manger. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pas de regret? Non, c'est bon. Merci à toutes et tous pour vos questions et vos retours. C'est très enrichissant pour la suite. Moi, je continue encore un peu à travailler sur ces données-là, donc c'est toujours super de pouvoir en discuter avec vous. Super. Bah, écoutez, je vous enverrai le PowerPoint de Milena. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais lui... Merci, Marine. Je pourrais lui transmettre. N'hésitez pas. Et ben, écoutez, bon appétit, bon après-midi à tout le monde. Et merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.